Imagine-toi te sentir comme une extraterrestre pendant 30 ans, sans savoir pourquoi. Comment cela bouleverserait-il ton existence? Bienvenue sur Elles osent et moi aussi, le podcast qui donne la parole à toutes les femmes. Ici, nous partageons des récits authentiques de nos expériences de vie, des moments de doute aux victoires personnelles pour te montrer que toi aussi tu peux oser te relever, résister face aux difficultés, rebondir et surtout te reconstruire. Notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Julia et elle est photographe, mais pas n'importe quelle photographe. Moi, j'ai moi-même photographié et filmé l'accouchement de mon premier. Ah oui? J'ai mis une GoPro sur la tête de ma sage-femme pour avoir des souvenirs de ça. Et voilà, j'avais prévenu. Comment est-elle devenue photographe? Est-ce par passion ou à cause de son intérêt restreint? Mais qu'est-ce que c'est que cet intérêt restreint? C'est ma raison d'être, Oui. tout simplement. C'est ma raison d'être. Tu m'enlèves ça, je n'ai plus de but dans la vie. Depuis sa petite enfance, Julia a vécu dans une bulle où la logique prenait le dessus sur ses émotions dans sa manière de penser et d'agir. Et aucun adulte n'a détecté qu'elle était différente de tous les autres enfants de son âge. Malgré tous les défis qu'elle a rencontrés sur son chemin, Julia a su les transformer à son avantage. Elle a même réussi à faire de sa passion pour la conception la base de la création d'une entreprise qui résonne avec son histoire personnelle. Comment a-t-elle fait? Pour le découvrir, il faut regarder et écouter cet épisode. Et accroche-toi, car cette histoire pourrait bien changer tout ce que tu penses sur la force intérieure et l'art de se réinventer. Bienvenue dans ma conversation avec Julia. Julia, bonjour. Bonjour Aimée, et merci. Bienvenue. Merci de me donner la parole aujourd'hui. Bienvenue sur ce podcast où on parle de la résilience au quotidien, mais aussi de la Oui. résilience entrepreneuriale, de la résilience de vie, de la résilience aussi qui est ce mécanisme qui nous aide à rebondir à chaque fois qu'on traverse la diversité. Et je sais que la diversité, ça te connaît. Julia, on s'est rencontrés lors de notre formation de création d'entreprise et on s'est mis tout de suite à échanger. Et lors de nos échanges, tu m'as parlé de ton parcours, tu m'as parlé de ta vie, on s'est échangé sur nos vies. Tu m'as partagé tout ce que tu as traversé dans ta vie, à savoir le deuil de ton papa. Ton spectre autistique a été découvert à 30 ans, et ce qui n'est pas facile non plus, donc tu nous raconteras. Donc, 2 grossesses non abouties que tu as eues, l'échec professionnel, les trahisons. Alors, bon, la liste est longue de plusieurs choses dont on pourrait parler, mais aujourd'hui, accepterais-tu de revenir sur ton parcours et de nous raconter un peu comment tu as pu rebondir face à toutes ces choses-là? Oui, alors Aimée, avec plaisir, je peux rebondir là-dessus. Mon parcours, il est, pour moi, il est commun parce que j'estime que je ne suis pas la seule à avoir des problèmes. On a tous des problèmes dans la vie, des choses qui nous tombent sur la figure et la différence qu'il va y avoir, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Moi, mon parcours, pour mon jeune âge, il paraît, et je pense que c'est pour ça qu'on me donne la parole aujourd'hui, qu'il a été plus ou moins chaotique, que j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Tu l'as évoqué, un divorce, des deuils successifs, de l'adversité, des difficultés. Pour autant, je pense que ma force de caractère et mon tempérament font que j'essaye de ne pas me laisser abattre par ça au quotidien. Et j'essaye de faire de chaque faiblesse une force pour avancer et pour être heureuse à ma façon dans ma vie. Aujourd'hui, c'est très, très bien que tu donnes la parole aux femmes et que tu parles de la résilience, parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment parlé de ce sujet-là. Ça fait des ravages aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont en dépression, qui vont mal, qui ne sont pas à leur place, qui ne s'écoutent pas, qui ne savent pas comment faire, en fait, tout simplement pour rebondir parce qu'ils n'ont pas eu l'exemple. Aujourd'hui, si tout ce qui m'est arrivé peut servir d'exemple à tes auditeurs, ne serait-ce qu'à une seule femme qui nous écoute, eh bien, j'aurais pas traversé tout ça pour rien. Merci. Merci à toi d'accepter, merci vraiment à toi. Comment, Julia, comment tu as accueilli le diagnostic de ton autisme à 30 ans? Parce que... Alors, comment je l'accepte? Ça me Comment fait tu l'as accueilli? Mal. Voilà, ouais. Je l'accepte très mal. Moi, j'ai découvert complètement par hasard que j'étais autiste de type Asperger à l'âge de 30 ans en regardant une émission de télévision à la télé qui sensibilisait les gens à l'autisme. Et donc, je n'y connaissais rien. Et d'un seul coup, je vois à la télé qu'on dresse le portrait robot d'une femme qui me ressemble
énormément, étrangement. Je me dis, bon, elle me ressemble, ça doit être un hasard, on a le même caractère, etc. Et puis durant la même semaine, une autre émission où là on dit que les femmes de type Asperger sont des caméléons, qu'elles arrivent à se fondre dans la masse et qu'on les dépiste très tard. Et alors là, pour le coup, vraiment, c'est un portrait robot de moi-même et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Excusez-moi de ma vulgarité, mais c'est ce que je me dis à cet instant-là. Et donc, je fais des recherches et on me met dans les mains d'une neuropsychologue extraordinaire à Annecy qui me dit qu'effectivement, elle pense que je peux être autiste de type Asperger, qu'il existe un test. Voilà, c'est pluridisciplinaire, ça prend du temps, c'est long. Mais je décide de me lancer là-dedans parce que j'ai toujours su que j'étais atypique et différente. J'ai jamais vu la vie comme les autres. Ça, je l'ai toujours su. Mais j'ai jamais su pourquoi. Je me dis, tiens, et si c'était ça, la clé, la solution? Et puisque je pense que de se connaître, c'est une des meilleures solutions pour être heureux dans sa vie, j'y vais et le diagnostic tombe. Voilà, j'ai 30 ans et je suis autiste de type Asperger. Qu'est-ce que te traverse l'esprit à ce moment-là? C'est un soulagement. Et je me dis, mais oui, en fait, toutes ces difficultés que j'ai eues dans ma vie, tous ces moments où je me sentais à part, où j'arrivais pas à prendre du plaisir dans les mêmes choses que les autres, où j'arrivais pas à m'épanouir dans les mêmes choses, où je luttais pour dire que moi, c'était pas comme ça que je voyais le monde. Je savais déjà que j'étais à part, je savais pas l'expliquer. Aujourd'hui, j'ai des mots pour ça. Alors, l'autisme n'explique pas tout. Hein. Je suis la plus normale des personnes autistes et la plus, voilà, et la plus atypique des personnes normales. Mais ça aide. S'il y a des personnes qui se posent des questions, qui se sentent différentes, qui ne rentrent pas dans la norme, allez consulter. On ne sait jamais, ça peut vous éclairer dans la vie. Qu'est-ce que tu ressentais justement? Parce que quand, personnellement, moi, quand j'entendais l'autisme, pour moi, les personnes autistes, mais j'ai toujours entendu des clichés, mais monstres. Oui, mais bien sûr. Les hommes personnes, voilà, sont des hommes avec des pantalons de velours rouges et des grosses lunettes. Évidemment. C'est souvent, voilà. Mais c'est des personnes avec lesquelles on ne peut pas discuter. Elles manquent d'empathie, de communication. J'ai très peu d'empathie, j'aime pas les gens. D'accord. Mais tout s'acquiert, tout s'apprend. De base, on ne fonctionne pas comme les autres, c'est une certitude. Toi, personnellement, comment tu te sentais justement avant? Mais moi, j'étais une extraterrestre, posée sur Terre, et je regarde les gens fonctionner depuis que je suis née, et je me dis, mais moi, je ne suis pas faite comme eux, je ne suis pas faite comme eux. Et puis, le diagnostic, du coup, ça t'éclaire, en fait, tu te dis, oui, tu es différent, mais tu sais pourquoi. D'un seul coup, c'est juste que tu as une particularité neurologique qui fait que ton cerveau n'agit pas comme le cerveau des personnes lambda, qui sont dites neurotypiques. Moi, les neurones, ils n'ont pas pris l'autoroute dans le même sens. Pour résumer l'autisme, en fait, tu as dans le ventre de ta mère un nombre de neurones prédéfinis qui vont prendre des autoroutes, hémisphère droit, hémisphère gauche, ça, on a tous déjà entendu parler de ça. Oui. Et puis les personnes de type autiste, il y a des neurones, ils vont plus prendre l'autoroute d'un côté que de l'autre. C'est pour ça qu'il y a des personnes très atteintes qui vont ne pas maîtriser la parole ou se taper la tête contre les murs, être très atteintes et pourtant avoir des capacités en mathématiques démesurées parce que tout n'a pas été irrigué de la même façon. Eh bien, c'est mon cas. Moi, voilà, je suis spéciale et aujourd'hui, je l'assume et c'est probablement une de mes plus grandes forces parce que autant avant, j'ai essayé pendant longtemps de rentrer dans le moule, autant aujourd'hui, je sais que de toute façon, ça ne sera jamais le cas. Donc, je vis ma vie comme je l'entends et je pense que c'est là une de mes premières forces. Tu te sentais différente quand tu étais petite? Ah oui. Complètement. Moi, je ne trouvais pas de plaisir à jouer dans la cour. Je préférais lire des revues scientifiques sur la maternité et tout ça. Quand mes amis lisaient des bandes dessinées. À quel âge de ce moment-là? Je pense la première fois qu'on m'a dit qu'à la bibliothèque, le rayon qui m'était destiné, c'était celui des BD et des trucs. Je devais avoir c'était à l'école primaire. C'était mon village d'enfance. Donc, voilà, et moi je voulais aller dans la partie gynécologie, obstétrique. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était la conception. Je voulais comprendre comment. La conception. Ouais, d'où viennent les enfants, etc. J'ai toujours eu une passion démesurée pour la maternité. On va en reparler, j'en ai fait un métier aujourd'hui. Et voilà, c'était une de mes passions. On appelle ça chez les personnes de type Asperger un intérêt restreint. Et c'est un domaine dans lequel j'ai des capacités très très développées qui me passionnent et sur lesquelles je suis insatiable. Je peux te parler pendant des heures. Waouh. Mais alors, à ce moment-là, aucun professeur ne remarque pas que tu ne t'intéresses pas à la même chose que les autres enfants, en fait. Ils le prennent pour une enfant calme.
Parce que je fais pas de bruit en fait, je joue pas, mais il me laisse dans mon coin. Et puis j'embête personne. Je lis mes livres, je vis ma vie. Je vais pas aux anniversaires, je trouve pas du plaisir dans les mêmes choses que les autres enfants. Quand ma mère m'emmène au cours collectif de sport, je me cache dans les vestiaires pour pas participer, mais personne ne C'était voit ta rien. volonté, en fait, tu voulais pas, tout Non, j'aimais simplement. pas Ouais, tu montrer, n'aimais pas, j'aimais ok. pas la collectivité, j'aimais bien être tranquille, je n'aimais pas le statut d'enfant. Moi, je Ah n'aimais oui. pas le fait que cette autorité des adultes vis-à-vis des enfants, moi, j'étais d'égal à égal, je ne comprenais pas qu'on puisse. Donc, j'ai attendu gentiment d'avoir l'âge adulte pour faire que ce que j'avais envie. Et depuis Mhm. que j'ai eu l'âge, j'ai Mhm. jamais arrêté. À ce moment-là, quel est le défi majeur que tu rencontres du coup? Est-ce que c'est la non-compréhension face à l'adulte? On C'est ne te comprend pas? Oui, c'est de Quelle est la devoir difficulté que tu rencontres? Ouais. Ah oui, justifier en tout permanence justifier. mes différences. Mhm. C'est quand tu es adolescent, viens, on va boire un coup, viens, on va faire la fête. Mhm. Bah non, en fait, ça m'intéresse pas. Mhm. Je vais pas boire si j'ai pas soif. Mhm. Je vais pas fumer, c'est mal. Je trouve pas de plaisir dans les mêmes choses que mes camarades. Et c'est un peu compliqué, bah, parce que tout le monde te pousse, en fait. Mais Mhm. si, mais fais ci, mais sors, mais voilà. Et puis, bah non, en fait, moi, je trouve pas mon plaisir dans la même chose que les autres. Donc, j'ai Mhm. essayé de rentrer dans le mood, de faire comme tout le monde, de trouver un copain, de sortir, de ci, de là. Et puis, euh, et puis bah, petit à petit, j'avance, on va dire comme tout le monde, mais j'ai des difficultés Mhm. pour justement trouver du plaisir là où les autres disent que je devrais m'épanouir. Mhm. Et, euh, et puis bah voilà, après ce diagnostic m'a aidé. Maintenant c'est derrière moi tout ça. J'ai plus à me justifier. Je me justifie plus de rien aujourd'hui. D'accord. Et à ce moment où quand tu es enfant, est-ce que tu te sens que tu as un temps là particulier? Quand tu regardes les autres enfants, toi, tu te distingues de ces autres enfants. Tu sens Oui. que tu as quelque chose de particulier que les autres enfants n'ont Non, pas. je me dis pas ça. Je me dis que eux sont fous. Ah oui, Oui. Je me dis mais ils sont débiles de courir après un ballon pendant des heures dans la cour. Quel intérêt? Pourquoi? Pourquoi faire ça? pour le plaisir du jeu, Ouais, mais bah, tu vois, c'est quelque chose que toi, tu comprenais pas. non, c'était pas voilà, c'était pas dans ma façon de penser. Et aussi, quand ils pleuraient tous pour quelque chose qui, oh là là, lui il est tombé, oh mon Dieu, c'est grave, etc. Je voyais pas Mhm. le drame là où tout le monde le voyait. Ça fait 1 heure qu'il va à fond sur sa petite Mhm. voiture là. Évidemment qu'il allait tomber. Enfin, c'est statistique, évidemment. Enfin, comment vous pouvez le plaindre? Dites-lui qu'il est débile parce que ça fait 1 heure qu'il va trop vite, quoi. Ah oui. Donc moi, j'avais la rationalité qui agissait avant le côté sentimental. Et Mhm. c'est toujours le cas aujourd'hui. Incroyable. Et qu'est-ce qui t'attire dans la maternité, justement, de la recherche de la maternité, de comprendre Ah, la la maternité? maternité, c'est le miracle de la vie. C'est que j'adore expliquer les choses, j'adore comprendre, j'adore, euh, oui, tout ce Mhm. qui est, oui, comprendre, et ça me dépasse. Ce Mhm. miracle-là, de partir de 2 personnes pour concevoir une troisième, c'est quelque chose qui m'a toujours, je ne peux pas l'expliquer. Ça me dépasse, ça me passionne, Mhm. j'adore ça. Et voilà, enfin, il y a des passions, hein, on les explique pas. Et toi, Euh, la tienne, c'est la maternité. Ah ouais, mais Ouais, la maternité, ça a toujours été, hein. C'est l'origine de un la vie. miracle que j'ai pas fait des enfants plus jeunes parce que j'ai toujours voulu des enfants, j'ai toujours rêvé d'être mère. C'était Mhm. le but absolu de ma présence sur Terre. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas plus mal que j'ai été diagnostiquée autiste de type Asperger à 30 ans. À 30 ans, Si c'est j'avais ça. su que j'étais Ouais. autiste avant, probablement que je n'aurais pas fait d'enfant. Parce que les enfants, c'est l'imprévisibilité, c'est toujours du bruit, quand tu es hypersensible, que tu supportes pas. Il faut y aller pour faire 2 enfants. Aujourd'hui, en plus, je les élève presque seule. Ouais. Donc, pour supporter le bruit, l'imprévu et tout ce que ça fait, c'est compliqué dans une vie de Mhm. personne autiste. Et pourtant, j'ai envie de dire aux femmes qui m'écoutent aujourd'hui, quel bonheur, quel Quel bonheur bonheur. Ouais. démesuré, Mhm. Mais je, justement, toi je qui es recommencerai autiste, sans hésiter. justement, toi qui es autiste et sensible, etc., est-ce que ça n'a pas été difficile justement de voir tes enfants bah, pleurer, ne pas faire leur nuit? Mes Comment tu enfants l'as vécu, ont fait leur nuit. ta maternité, tu l'as vécu Eh comment? bien, je savais quelles étaient mes forces et mes faiblesses, et Mhm. j'ai élevé mes enfants avec ça. C'est-à-dire que Mhm. moi, j'ai besoin de me coucher très tôt et d'avoir beaucoup de sommeil pour récupérer parce que les interactions sociales m'épuisent. Mhm. J'ai fait de l'autonomie dès que mes enfants ont été dans mon ventre. J'ai communiqué avec eux, etc. C'était pas possible pour moi d'avoir des enfants qui ne fassent pas leur nuit. Ça s'appelle quoi? De l'autonomie? Oui, de communiquer avec ton enfant in utero, pour Ah, parler ouais, avec ok. lui, le faire bouger, etc. Essayer d'avoir des interactions. D'accord. J'ai pratiqué ça sur moi-même pendant toute ma grossesse pour mes 2 enfants. Ok. Euh, je veux pas dire que j'ai de remède miracle, mais il Mhm. fallait que mes enfants dorment pour leur bien-être et le mien. Parce que Mhm. clairement, moi, quand je manque de sommeil, je me transforme comme un gremlins après minuit. Mhm. Donc, j'ai eu cette chance-là. Mon fils a fait ses nuits à 3 semaines et ma fille à la maternité.
Et donc, Ah j'ai oui. des enfants qui sont élevés par une femme autiste Asperger qui comprennent très bien quelles sont mes lacunes. Et aujourd'hui, ils sont plus grands, ils ont 8 ans et 5 ans. Et, et je crois qu'ils se sont calés, puisque c'est pas des enfants qui sont trop turbulents, qui crient trop. Ils m'écoutent, ils m'aident, ils sont là pour moi. Et aujourd'hui, ils sont ma plus grande réussite. C'est une chance, hein, c'est une chance. Et puis c'est chouette et franchement, c'est aussi un plaisir de voir ces enfants, en fait, au moment où on a justement cette différence-là, de voir que tes enfants ne te posent pas de problème, en fait. Au contraire, en fait. Ce que je voulais savoir, c'est le fait que tu sois autiste, maman autiste, même le fait qu'on a découvert ça tardivement, est-ce que c'est devenu un atout pour toi? Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, je porte la parole des femmes, de type Asperger, mais des femmes en général. Ça a révolutionné ma vie parce que je me fous de tout maintenant. Ah oui. J'assume, en fait, je suis différente et c'est comme ça. Et je suis très fière de pouvoir élever mes enfants et de leur montrer, oui, oui, maman, elle a des difficultés. Oui, elle a un handicap. Oui, j'ai la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Et alors, est-ce que ça m'empêche? Parce que c'est un handicap maintenant. Moi, je savais pas Bien avant sûr. que c'était reconnu comme un handicap. Tout à fait, c'est un handicap et c'est compliqué, oui. Mais qu'est-ce qui n'est pas compliqué aujourd'hui? Dans la vie, qu'est-ce que tu accomplis en claquant des doigts et qui fonctionne? Rien. Nada. Donc, tant mieux qu'ils aient une mère qui soit handicapée et qu'ils puissent voir que ça m'empêche pas d'être là, d'être heureuse, de rire, de sourire. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a un divorce, oui, il y a plein de choses qui nous traversent dans la vie. Et pour autant, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Et C'est juste. je préfère finalement avoir vécu tous ces drames et avoir la possibilité de leur enseigner comment faire pour te relever quand tu vas tomber, parce que de toute façon, ils vont tomber. Donc, le monde des bisounours, ça c'est bien, mais ça n'existe pas. Est-ce que toi, tu fais partie de ces personnes-là qui pensent qu'il faut souffrir pour arriver sur ce quoi on a envie d'arriver? Je pense que ça aide à voir la vie d'une façon différente. C'est sûr que les personnes qui n'ont rien vécu n'ont pas la même adversité, n'ont pas la même façon de voir la vie, d'apprécier les petites choses, les petits moments de bonheur, etc. Pour autant, est-ce qu'il faut les blâmer? Je ne pense pas. Chacun a son chemin et chacun en fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a eus. Mais aujourd'hui, bien sûr que d'avoir eu des difficultés, je ne serais pas la femme que je suis devenue aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ça. Donc, voilà. De là à dire que j'en veux encore, non, une petite pause, ça serait bien. Aujourd'hui, avec le recul, quelles sont les choses positives que tu peux te dire, ok, ça c'était positif avec mon autisme et en étant maman et le fait qu'on a découvert tard, ça vraiment c'était positif. De l'autre côté, ça a été vraiment hyper difficile à surmonter. L'avantage, c'est que du coup, je découvre que je suis différente. Je sais que de toute façon, je rentrerai jamais dans les cases. Donc, par exemple, j'assume que le salariat n'est pas pour moi. Donc, je démissionne de mon taf à plusieurs reprises, plusieurs fois dans ma carrière, alors que j'avais des situations confortables. Ce qui est compliqué, c'est le regard des autres. C'est cracher sur un CDI, c'est devoir justifier que on n'est pas à notre place, mais pourtant, mais t'as les revenus, mais si, mais là, oui. Bon. Dans tout, il y a toujours du positif et du négatif. Moi, je dirais aussi qu'on trouve aussi des leçons de vie dans toutes les choses dans lesquelles on traverse. Et cela m'amène à la perte de ton papa. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur cet épisode-là de ta vie. Comment on surmonte le deuil? Est-ce que vraiment on surmonte un jour le deuil? J'ai pas aujourd'hui la réponse à cette question. Après, voilà, moi, la perte de mon père, j'étais jeune, j'avais 19 ans quand c'est arrivé. C'est un tournant dans ma vie. C'est sûr que ça a tout changé sur ma façon de voir le monde. On était très proches. Je suis fille unique, donc ça explique beaucoup de choses dans mon parcours. Je me heurte à mes premières difficultés. Je me retrouve à la tête de son entreprise, l'année du bac. Moi, je veux devenir sage-femme, il faut que je réussisse mon bac scientifique pour aller en médecine. Finalement, je me retrouve déscolarisée parce qu'il décède au mois de février, je termine pas l'année. Je vais au rattrapage, j'ai pas la moyenne. Donc je rate le bac. Donc je renonce à ma vocation de devenir sage-femme. Et là, c'est la première chose, je n'avais pas de plan B. Je n'avais pas envisagé pouvoir ni perdre mon père aussi jeune, ni devoir renoncer à mon rêve. Donc j'ai pris la première solution qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, avec mon jeune âge, qui a été la fuite. Je prends un avion et je pars vivre aux États-Unis. Je passais 6 mois à New York et 6 mois à Hawaï en me disant, bon, quitte à ne pas savoir quoi faire de ma vie, autant que je revienne bilingue et que je sache au moins parler anglais. C'était histoire de pas trop perdre mon temps.
et de fuir les difficultés que j'avais ici dans ma région. Donc j'ai voulu vivre intensément, très vite, très fort. Très vite, très fort. Ouais. Ça t'apprend ça. Voilà, je voulais profiter de la vie avant qu'on me la prenne. Et puis je savais qu'un jour je voudrais des enfants et que ce jour-là, ce serait plus possible, tout ça. Et puis bah voilà, un jour j'ai décidé d'avoir mes enfants et puis ce jour-là, j'ai arrêté de voyager. Je me suis reconvertie dans l'industrie pharma et ça a été une seconde vie. Le deuil, c'était en 2008 et j'ai vécu quand même 12 ans d'accalmie, dirons-nous. Ok, d'accord. 12 ans de vie commune avec mon ex-mari et mes enfants. Du coup, deux enfants naissent de ce mariage. Et puis voilà, un jour, tout vole en éclats. Ouais. Et la trahison frappe à la porte. La trahison frappe à la porte, effectivement. Ouais. Comment on surmonte la trahison? Parce que moi, j'ai toujours eu du mal, vraiment, j'ose le dire, avec le fait qu'une personne que j'aime, une personne dont je suis amoureuse me trahisse, vraiment soit infidèle avec moi. C'est insupportable. Comment on se relève de ça? Eh bien, il y a deux chemins. Tu prends le toboggan de la dépression et tu te remets en cause et tu te dis que tu as tout mal fait et que si et que là. Et puis, il y a ouvrir les yeux, il y a prendre le recul, dire que ça n'arrive pas qu'à toi, que si cette personne est capable de te faire ça, c'est qu'elle n'est pas forcément la bonne personne au bon endroit. Moi, en une fraction de seconde, je sais que je veux me désolidariser de cette personne qui est capable de me faire ça. C'est-à-dire que ton mari, c'est la personne numéro 1, c'est ta personne refuge, c'est ta ressource dans ta vie. Moi, il est arrivé après le décès de mon père, ça a été mon number one pendant des années et des années. C'est la personne à qui je donne ma confiance, tout en sachant en plus que je suis autiste, que j'ai un goût démesuré pour la justice et la vérité, est capable de me faire ça à moi, c'est que cette personne n'a pas sa place dans ma vie. Il n'y a pas une once d'hésitation, pas une once de regret. Je l'apprends, je demande le divorce, j'avance. Fin de l'histoire. Il y a eu des moments où je me suis dit, je m'en sortirai jamais, ça va être trop dur, j'y arriverai pas. Mais dans ces moments-là, je me rappelle que j'ai survécu à la mort de l'homme de ma vie, le vrai, le premier, qui a été mon père. Et quand une fois tu as survécu ce que tu pensais ne pas survivre, enfin, une chose à laquelle tu te pensais ne pas survivre, tu te dis, bon, ok, je suis dans le creux de la vague. Maintenant, tu fais la liste de toutes les choses qu'il va te falloir accomplir. Et puis, j'ai 2 enfants qui me regardent avec leurs yeux magnifiques, qui continuent de rigoler, qui sont là, qui n'ont rien demandé. Et clairement, la dernière chose qu'ils ont besoin dans ce bouleversement que représente la séparation de leurs parents, c'est d'avoir une mère qui pleure toutes les larmes de son corps pour quelque chose qu'elle n'a pas demandé et pour une faiblesse qui ne lui appartient pas. Pas du tout. Ouais. Est-ce que tu dirais que le fait justement que tu étais autiste, ça t'a protégé aussi dans la gestion de tes émotions, je vais dire? Oui, je pense que mon côté cartésien m'a évité peut-être le côté femme trop éplorée, etc. Peut-être que effectivement, je suis pas une grande sentimentale, mais pour autant, je reste une femme. C'est dur, c'est dur, mais c'est la vie. Donc il faut pas le choix, on y va. Quelques temps après, tu revis un gros chagrin d'amour encore. Le premier. Là, parce que le divorce, c'était pas un chagrin d'amour, ça c'était peanuts. C'est à l'instant où je décide de partir, il n'y a rien, il n'y a plus rien. En fait, toi, tu l'as même pas vécu comme un chagrin d'amour, du coup. C'est toi, tu t'es dit, non, mais moi, je dois partir, je dois me sauver. Estomaquée. Je me dis, mais tu es dans la fédération personne, alors. J'ai signé. Ouais. On a dit oui pour le meilleur et pour le pire. Là, on a juré fidélité et il a rompu le contrat. Là, clairement, c'est l'autisme qui agit. Il a rompu le contrat. Il a trahi ma confiance. Il a menti. Non, no way. Il n'y a plus de place pour une personne comme ça dans ma vie. Il n'y a plus de place. Il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de tristesse. Je suis triste pour mes enfants. Je suis triste parce que je voulais qu'ils aient une famille, qui voient leur père et leur mère grandir dans l'harmonie de leur foyer que ça a été depuis leur naissance. Mais si ça, c'est un mensonge, si c'est un fiasco, c'est mon ex-mari, il n'était pas heureux. Sinon, il se serait pas passé ce qui s'est passé. S'il n'était pas heureux, lui, qui je suis pour le retenir dans cet étau-là? Tu peux pas. Non, je lui laisse sa liberté. Il a voulu la prendre, il la prend. Maintenant, chacun son chemin. Il restera le père de mes enfants. Et il est mon ex-mari. Point. J'ai peut-être épousé quelqu'un que je n'aimais pas suffisamment pour me marier avec. Peut-être. Peut-être. Ouais. Peut-être que si c'est si facile de tourner la page, c'est qu'au final, il n'y avait peut-être pas tant. Oui. Mais c'est très bien, c'est très intéressant. Et là, tu rencontres quelqu'un. Et c'est ça
que tu appelles Là, le chagrin d'amour. là, Là, ça tu met le sais que c'est le bazar. chagrin. Ouais, ça Oui, met vraiment parce le bazar que dans ta bah, oui, vie. c'est la relation pansement. Je suis en plein bouleversement. Je renonce à tout ce qui était mon chemin de vie. Je démissionne de mon travail subitement pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Je dois vendre la maison qu'on vient d'acheter et Ah oui, l'intégralité du patrimoine immobilier que j'ai mis 15 ans à construire pour incroyable. pouvoir me loger avec mes enfants. Je renonce à absolument tout ce qui a été ma vie et tout ce que j'ai construit pendant 15 ans avec cet homme-là. Donc, je suis dans une période de faiblesse ultime et comme souvent c'est le cas, on trouve quelqu'un et on s'accroche. Et, et s'ensuit une histoire, somme toute extraordinaire, atypique, qui aura été très intense, qui m'aura beaucoup apporté, y compris effectivement à un moment où cette personne s'en va, le chagrin d'amour. Oh, wow. Mais à ce moment-là, Julia, qu'est-ce qu'il a bougé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as senti que tu n'avais pas ressenti avant? C'est l'horreur. En fait, dans la vie, tout ce que tu traverses, c'est facile à surmonter. Pour moi, attention, c'est que oui, le deuil, c'est dur, ça fait mal, mais tu as les clés, plus ou moins, les ressources à l'intérieur, tu sais qu'en prenant du temps, ça va aller, etc. Le problème, c'est qu'avec l'amour, dès lors que tu ouvres les clés de ton cœur, ça te fout un bazar dans le cerveau, tu n'as plus aucune rationalité. Et donc ça, pour une personne aussi rationnelle que moi, c'est le chaos le plus total, puisque je ne gère plus rien, je ne suis plus moi-même, je ne jure plus que par cette personne-là, je sais en plus qu'elle est de passage dans ma vie, je sais que c'est la relation pansement, et pour autant, j'ai pas forcément envie de passer à autre chose, moi j'ai pas envie de reconstruire, c'est pas le moment, quoi, j'ai envie de stabiliser ma nouvelle vie avant d'entamer quoi que ce soit d'autre, et donc voilà, aujourd'hui, j'ai vécu le chagrin d'amour et c'est formidable parce que ça m'a permis de vivre des sentiments, des vrais, des sentiments intenses. Et pour une personne qui est froide et psychorigide parce que soi-disant l'autisme Asperger fait ça de moi, eh bien je me trouve plutôt très humaine. Je suis capable d'aimer démesurément mes enfants et un homme. Et c'est ce que je retiendrai de cette histoire. Après le chagrin d'amour, comme j'ai l'habitude de toujours rebondir, je le vis pas très très bien et je décide de reconquérir cet homme-là quand il s'en va. D'accord, ok. À ce moment-là, il s'en va, mais toi tu décides quand même de le reconquérir après. Ouais, toi tu as décidé que c'était fini, mais moi j'ai pas terminé. Moi cette histoire-là, je l'ai pas finie, donc on va reprendre et tu le sais pas encore, mais je vais revenir. Et lui, il le reprend comment? Lui, il dit non. Il dit non, moi si je suis partie, c'est pas pour revenir. Il est très catégorique sur le fait que quand c'est fini, quoi. Et puis, le temps passant et mon pouvoir de persuasion s'affinant, on a remis, on a recommencé pour une année. D'accord. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé par contre. Ah d'accord, donc vous avez recommencé et après vous vous êtes encore reséparés. Ouais, d'accord. Cette fois-ci. Comment tu te sens là? Comment ça va? Je me sens bien. Je me sens bien. Honnêtement, je me sens bien. Comment tu le vis alors? Heureuse de cette nouvelle expérience. Ça aurait pu être pire. Pas triste? Bien sûr qu'il y a des moments de tristesse, il y a des moments de nostalgie, mais quelle joie d'avoir connu ces bonheurs incommensurables à deux. Tu sais, quand le temps s'arrête et qu'il n'y a plus rien qui compte, que j'ai réussi au contact de cette personne à oublier plein de choses, à lâcher prise. Comme jamais j'ai lâché prise de ma vie. Moi qui maîtrise tout, qui anticipe tout, d'un seul coup j'ai fait de la place à l'imprévisibilité dans ma vie. Et Dieu que c'est bon de se sentir vivante, quoi. Et il n'y a rien d'autre que l'amour qui t'apporte ça. Rien d'autre. Rien d'autre qui te fait sentir plus vivant qu'une histoire aussi intense. Donc merci. Merci cette histoire. Mais j'ai l'impression que quand tu parles de cette histoire, tu as vraiment tu vois le verre à moitié plein qu'à moitié vide. En fait, tu vois que toutes les belles choses qui sont arrivées finalement, est-ce que tu refuses de voir tout ce que ça t'a apporté justement comme chagrin d'amour? Non, voilà. Je ne refuse rien, je ne mets pas le couvert. Parce que ça laisse quand même une blessure quelque part. Bien sûr, il y a eu des choses difficiles, il n'y a rien d'idyllique, etc. Mais comme toujours dans la vie, je décide d'en garder le positif et de jeter... Toi, c'est une décision que tu prends. Oui, c'est une décision que je prends, je garde le positif, je jette le négatif, je me nourris du négatif pour ne pas le reproduire. Ça me sert d'exemple, je ne referai pas certaines erreurs que ça a pu m'apprendre, mais pour autant, si c'était à refaire, je referais pareil. Dirais-tu que c'est ton grand amour là, vraiment que tu l'as vécu, c'est genre l'amour de ta vie, comment...
dit ou tu es quand même ouverte à Non, d'autres non. opportunités à venir dans ta vie parce que tu as encore toute ta vie devant Je toi. pense pas que c'était l'amour de ma vie, ça a été l'ouverture. Hmm, L'ouverture à l'amour tout court. hmm, Non, c'était pas l'amour de ma vie. De toute façon, on se hmm. supportait pas plus de 24 heures, donc de toute façon, c'était voué à l'échec. Mais c'est pas pour autant que voilà, il y a des gens comme ça qui sont pas faits pour vivre ensemble toute leur vie, mais qui sont Hmm. faits pour se rencontrer sur un morceau de chemin et qui va me tuer quand il va entendre cette histoire. Julien, dans la résilience aussi, il y a le fait que quand on a été blessé, quand on a vécu des choses très difficiles dans notre vie, à un moment donné, il arrive un moment où on rassemble nos forces, en fait, tout ce qui nous reste, nos super pouvoirs, et qu'on en fasse une création, les créations à notre image. Et toi, tu as choisi de créer une société de photographie. Ton entreprise, tu l'as appelée Dans les yeux de Julia. Que Oui. vois-tu? Eh ben, je vois le monde différemment et avec ma passion de la maternité, à un moment où tout est bouleversé dans ma vie, quitte à tout recommencer. Moi, j'ai toujours été leader à l'intérieur de moi-même. Je décide d'entreprendre et je crée ma société qui s'appelle Dans les yeux de Julia, effectivement, pour photographier les femmes enceintes et les mamans dans les premières semaines après la naissance d'un enfant. Je photographie même les naissances à proprement parler, puisque je photographie les accouchements également. Dans mes yeux, je vois de la beauté là où les gens ne voient pas de beauté, là où les gens voient du gore. Moi, je ne fais pas de retouches, je prends les mamans comme elles sont, naturellement. Et j'essaye de faire en sorte que les femmes se trouvent belles et s'acceptent dans cette période de leur vie où moi, je vois des guerrières. Je vois des lionnes, elles sont belles, elles sont magnifiques, elles ont donné la vie, elles ont une force que les hommes pourront nous envier toute leur vie. Voilà, ils sont quand même importants, hein, ils sont quand même là, c'est des soutiens, c'est les papas, etc. Mais la force d'une femme, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de plus fort sur cette planète? Une femme qui décide quelque chose, moi je trouve ça assez bluffant encore aujourd'hui au quotidien. Et je suis très fière de faire partie de cette communauté des femmes qui essayent, dans la sororité, de s'entraider, de porter la parole, de faire un monde meilleur. Voilà, j'ai envie que demain, ma fille vive dans un monde où les femmes ont toute leur place, l'égalité, l'équité, et qu'on remette les choses là où elles doivent être. J'ai toujours une passion pour l'origine du monde, voilà, la place de la femme dans le couple, dans la maternité, etc. Et aujourd'hui, j'essaye de mettre ça en image pour essayer de faire un monde meilleur et de m'épanouir et d'épanouir les femmes que je photographie. Je trouve que c'est fidèle, hein, que tu as été quand même fidèle à ton rêve, toi, Oui. depuis l'enfance. C'est s'écouter. En fait, c'est enfin s'autoriser à être soi-même. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai longtemps essayé de rentrer dans le moule et de faire les choses comme les autres parce que la société veut que ça se passe comme ça. Et à vouloir rentrer dans le moule, j'ai jamais trouvé ma place. Donc un jour, quitte à tout reprendre à zéro, je me demande qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui vraiment, viscéralement, m'anime et dans quoi je vais me sentir utile, dans quoi je pense avoir ma place. Et quoi de mieux quand tu me connais vraiment bien que la photo, la maternité, la naissance, je suis à ma place. Je dis pas que je vais réussir, mais je dis que au moins, si je me casse la figure, j'aurais essayé. Et je pourrais pas avoir le regret de me dire je sais pas, est-ce qu'un jour, est-ce que j'aurais dû, est-ce que si, est-ce que là. Non, moi aujourd'hui, j'avance. Peut-être que j'en vivrai pas, peut-être que ça marchera pas comme je l'aurais voulu. Mais ça me servira d'expérience, en tout cas. Tu viens de nous dire que tu photographies les naissances, les accouchements. Est-ce que les femmes se laissent photographier dans l'accouchement, au moment de l'action, au moment où bébé vient au monde? Écoute, ça se démocratise de plus en plus. Incroyable. Pendant longtemps, ça a été tabou, il fallait pas, et puis c'est surtout les papas qui veulent pas, ils ont peur qu'on les prenne en photo dans leur vulnérabilité la plus totale, puisqu'ils ne savent plus quoi faire de leur peau dans ce moment-là. Mais de plus en plus, les femmes ont envie de garder un souvenir de ce moment où justement elles sont très fortes, de revivre aussi les choses avec un autre regard, parce qu'elles sont quand même dans la douleur, c'est compliqué, tu peux pas profiter vraiment complètement de cet instant-là. Donc d'avoir des images ou des vidéos de ce moment-là, c'est quand même hyper important. Et moi, je le dis et je le répète et je le répéterai encore et encore, c'est hyper important pour les enfants de savoir d'où ils viennent. Donc, d'avoir des images de ces premiers instants, c'est primordial. Voilà, s'il y avait plus d'enfants aimés, choyés, à qui on a
parler de leurs origines sans tabou, à qui on dit la vérité sur tout au long de leur croissance, etc., je pense que les prisons seraient un petit peu moins remplies aujourd'hui et ça ferait pas de mal à l'humanité. C'est vrai. Plutôt que d'être dans le déni et de mentir et de faire grandir les enfants dans des secrets de famille ou dans des tabous. Qui détruisent. Absolument. Imaginons que tu as photographié une femme récemment, quelques années après, son enfant a 7-8 ans. À quel âge tu préconises que la maman peut montrer de la vidéo à son enfant? Alors, moi, j'ai moi-même photographié et filmé l'accouchement de mon premier. Ah J'ai oui? pas pu le faire pour la deuxième, elle est arrivée D'accord. trop vite. Mais j'ai des photos et des vidéos. Attention, c'est la minute fun. J'ai mis une GoPro sur la tête de ma sage-femme pour avoir des souvenirs de ça. Et voilà, j'avais prévenu. Et donc, mon fils a vu sa naissance. Je crois que la première fois qu'il a vu la vidéo de sa naissance, il devait avoir 3 ans. Mais vu qu'il a une maman qui a une passion démesurée pour la naissance, lui, au lieu de regarder La Patte Patrouille, il regarde Baby Boom. Donc, est-ce que vraiment c'est un exemple? Je ne sais pas. Donc, très tôt. Wow. Et puis, j'avais fait des captures d'écran floutées avec les parties intimes qu'il n'avait pas à voir à son jeune âge. Donc, il a tout à fait pu voir, voilà, il sait d'où il vient, il sait d'où il sort. Aujourd'hui, pour lui, c'est une normalité. Il a grandi avec ça. Il sait que c'est pas un sujet voilà, à raconter dans la cour de récré. Pour autant, il n'y a pas de tabou avec ça. Et je pense et j'espère faire de lui un père extraordinaire grâce à ça. Parce qu'il ne dira pas, comme j'ai pu l'entendre dans la bouche de certains hommes, que c'est dégueulasse et que ce lieu de désir ultime, dédié soi-disant au plaisir personnel de l'homme, est en fait la raison de notre présence à tous sur cette terre. Donc on va peut-être remettre les choses à leur place. On est tous et toutes passés par là, j'ai envie de dire. Et moi, ma question par rapport à ce que tu me racontes, c'est est-ce que du coup, ça ne traumatise pas l'enfant un peu quand même? Écoute, je te laisserai poser la question à mon fils de 8 ans, mais s'il était là, je peux te dire qu'il te regarderait bizarrement en te disant que c'est toi qui as l'air bizarre. Ah ouais. Est-ce que tu trouves ça bizarre d'avoir de la morve quand tu te mouches le nez, d'avoir des caca d'œil le matin Je veux dire, un enfant qui sort du ventre de sa mère, il n'y a rien de plus naturel pour lui et il ne comprend même pas qu'on puisse trouver ça tabou. À cet âge-là, il n'a aucune notion de la sexualité. C'est les hommes adultes de notre société qui se sont appropriés le corps de la femme et qui l'ont féminisé au point que quand on voit aujourd'hui des seins et les parties intimes d'une femme, on se dit que waouh, c'est tabou, attention, c'est devenu sujet sensible. Ouais. Mais dès lors que tu n'as pas cette notion de la sexualité et que tu sais juste... pour lui, il n'y a rien de plus naturel. Et donc, je ne pense pas avoir un enfant traumatisé. Et pour côtoyer énormément de femmes qui prônent le naturel, des accouchements à la maison, etc., autour d'elles, et qui ont des enfants en bas âge, j'en ai plusieurs qui seraient prêtes à accoucher en présence de leur enfant en bas âge. C'est la normalité au Canada et dans les pays de l'hémisphère nord, comme la Suède, etc. C'est des pays dans lesquels le niveau d'éducation et d'instruction est plutôt élevé et je crois pas que c'est jamais vraiment traumatisé qui que ce soit. J'ai l'impression qu'il y a un côté militant justement Bien par sûr, rapport à... mais il faut démocratiser. Aujourd'hui, on est dans une société où tout part en cacahuète. On est capable de promouvoir des choses dans les médias aujourd'hui qui sont loin d'être la norme et on continue de cacher des poitrines sur Instagram ou des naissances alors que c'est notre vie à tous, notre origine à tous. Pour moi, il y a un très très gros problème. Je trouve ça très bien qu'on médiatise le fait que des personnes veuillent changer de sexe, etc. Et c'est la liberté de chacun et je suis dans la tolérance la plus extrême vis-à-vis de ça. De là à ce qu'on diabolise ce qui est notre origine à tous, c'est non. Donc effectivement, il y a du féminisme, il y a du militantisme, et je ne lâcherai pas cette cause-là, parce que si tu trouves ça ostentatoire, des photos d'accouchement, des photos de femmes qui allaitent, des photos d'enfants nus, je pense que c'est toi qui as un problème. Voilà. Mais on peut en parler. Il n'y a pas de souci, je réponds à toutes
les interrogations sur le sujet. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et puis moi, ce genre de combat m'intéresse énormément. Je les soutiens. Moi, ce sont vraiment les combats chers à mon cœur parce que ça touche les femmes, la condition de la femme, justement. Et puis ça touche aussi le corps de la femme et la nudité de la femme. En fait, tout ce qu'on rejette, tout ce que la société ne veut pas voir de la femme, tout ce qu'on a longtemps caché. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leur corps, qui ont du mal à aller à la plage et mettre un maillot de bain, qui ont du mal à aller dans un sauna. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont stigmatisées par rapport à leur corps, par rapport à leur peau, par couleur de peau, par leur morphologie. Et ça, le fait de faire justement les photos nues, de montrer les mamans qui sont encore en plus en train d'accoucher, je trouve que c'est vraiment des combats à soutenir. Et donc, je te soutiens vraiment là-dessus. Et je sais que ce n'est pas seulement ce combat-là que tu portes. Tu en as aussi un autre, qui est aussi l'association dont tu es la vice-présidente maintenant. Félicitations. Co-présidente, pardon. Et j'aimerais bien que nous en dises un peu plus. Eh bien oui, je suis co-présidente d'une association qui s'appelle Premier Regard et qui milite pour la création d'une maison de naissance en Haute-Savoie depuis plusieurs années maintenant, 3 ans exactement. Oui. Voilà, ça fait partie de ma volonté d'œuvrer pour les femmes, de leur donner une manière alternative d'accoucher aujourd'hui, autre que le choix de la maison, de l'hôpital. Donc c'est pas facile, c'est une association qui nécessite des adhérents, des personnes motivées pour faire bouger les politiques, pour trouver un hôpital partenaire parce que c'est obligatoire d'être affilié à un hôpital. Et j'espère pouvoir revenir un jour te voir en te disant que ça y est, la maison de naissance a ouvert, mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce qu'il y a des choses, il y a des victoires que vous avez déjà gagnées? Est-ce que votre parole a été portée au niveau de la préfecture? Oui, alors on a été entendu par l'Assemblée nationale, par les politiques. Aujourd'hui, déjà, on a le droit d'ouvrir des maisons de naissance. Il y en a plusieurs qui existent déjà en France. Par contre, ils font des moyens. Il faut monter un dossier auprès de l'Agence régionale de santé, l'ARS. Et pour ça, comme je le disais, il faut un hôpital partenaire. Pour l'instant, on en est à cette étape-là, de trouver un hôpital qui serait d'accord de nous accueillir aux portes de la structure. Et ça reste un petit peu compliqué. Il y a des réticences, mais on y travaille. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour l'instant? Est-ce que vous avez des adhérents? Oui, on a toujours besoin de soutien, de personnes motivées. Aujourd'hui, les hôpitaux ont peur qu'on leur prenne des naissances, ou alors ils n'ont pas ni l'argent, ni l'envie de s'investir dans ce genre de projet. Donc, toute bonne volonté est bonne à prendre. Moi, dans cette association, quand je suis venue, j'étais simplement adhérente. J'avais l'impression de pouvoir servir à rien. Il y avait plein de sages-femmes qui connaissaient très très bien leur sujet, qui prônaient l'accouchement physiologique, etc. Et puis finalement, on a réussi à avoir des rendez-vous avec des députés, avec l'ARS. Et puis 3 ans plus tard, je me retrouve co-présidente alors que j'ai pas des capacités démesurées, j'ai juste la volonté. Et avec la volonté dans la vie, c'est aussi le sujet de ton podcast, on arrive à tout. On arrive à tout, honnêtement. Et est-ce qu'il y aurait un message que tu voudrais passer au niveau de l'association? Et si les personnes veulent venir vous soutenir d'ailleurs, où est-ce qu'il faut passer? Vous avez un site internet? Oui, on a un site internet. Premier Regard, on a un compte Instagram, on a une page Facebook. Déjà, suivez-nous sur les réseaux. N'hésitez pas à parler de nous, adhérer. Je crois que c'est 12 € l'adhésion annuelle. Ça vous permettra d'être convoqué aux réunions. Et pendant ces réunions-là, vous ferez connaissance de l'équipe, de moi-même et de ma coprésidente, de toutes les autres personnes volontaires. Et là, on va faire une réunion à la rentrée, par exemple, pour faire un bilan de où on en est, de qu'est-ce qu'on met en place, quoi, qui, quand, comment, et chacun dit ce qu'il peut faire à hauteur de ses compétences. Et plus on est nombreux, et plus il y a d'idées, et plus il y a de mains pour faire les choses. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est encore une fois dans tes aspirations petites, en fait, parce que là, Premier Regard, dans les études, tout tourne en fait autour de ça, autour de la maternité, autour des naissances, autour des bébés. C'est ma raison d'être. Oui. Tout simplement. C'est ma raison d'être. Tu m'enlèves ça, je n'ai plus de but dans la vie. Je n'ai plus de... C'est ce qui me porte.
la maternité, élever mes enfants, les mettre au monde. Quoi de plus beau que mettre un enfant au monde? C'est-à-dire l'offrir. Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour qu'il vive sa vie avec ses peines et ses joies. Et c'est toute l'histoire de la vie. Et j'essaye de leur montrer qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour d'une mère qui les a désirés et qui va essayer de se battre comme elle peut, avec les moyens qu'elle a. Je ne suis pas plus forte qu'une autre, bien au contraire. Et pourtant, j'avance pour eux, parce que cette force d'être mère me permet de soulever des montagnes, parce que la volonté de l'être m'a permis d'avancer aussi dans des moments où ils n'étaient pas encore là. Voilà. Quand tu te confrontes dans ta vie à d'immenses difficultés, que des choses horribles t'arrivent, tu ne peux que démesurément apprécier les moments de bonheur qui s'en suivent. Donc, voilà, c'est ça, la beauté des choses. Julia, en acceptant mon invitation aujourd'hui, avais-tu un message à faire passer à toutes les femmes, à tous les hommes, et surtout, je dirais peut-être à des personnes qui ont vécu, par exemple, le diagnostic de l'autisme assez tardivement, des personnes qui en ont souffert, et aussi à des personnes qui connaissent mal le spectre autistique? Osez. En un mot, osez. Osez vous écouter. Osez être qui vous êtes et pas seulement à travers le regard des autres. Demandez-vous comment vous agiriez s'il n'y avait pas le regard de vos parents, de vos frères et sœurs, de votre conjointe ou des personnes qui partagent votre quotidien. Demandez-vous si vous êtes suffisamment bien entouré. Est-ce que vraiment les personnes qui vous entourent vous veulent du bien? Dites, je ne veux pas dire de gros mots, je vais le dire quand même, dites merde quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Osez être vous-même, parce qu'on n'est jamais aussi heureux que quand on est en phase avec les choses qui nous arrivent. Et si on se force, si on fait des choses par obligation, parce que la société nous le commande, et pas parce qu'on a viscéralement envie de les faire, ça ne fonctionne pas. Donc c'est voué à l'échec. Donc écoutez-vous, soyez vous-même, osez. De toute façon, quoi que tu entreprennes dans ta vie, il y aura toujours des gens pour te dire que c'est pas bien, que c'est pas ce qu'il faut, et du négatif. Toujours. Peu importe ce que tu fais. Donc fais ce que tu as envie, et c'est comme ça que toi, tu seras heureux. Et après, les gens suivent. Personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est le cas aussi pour les accouchements. Je le dis aux mamans que je photographie. Si tu penses que ton enfant a un problème, si tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écoute-toi. Écoute-toi. Qui pourrait dire qu'une femme qui dit qu'elle a un mauvais pressentiment se trompe? Un autre message qui est très important de porter aujourd'hui, tu parles de la résilience. Tu rencontres des gens au quotidien qui ont vécu des difficultés, des choses horribles, etc. et qui, de manière générale, s'en sortent plutôt bien dans l'adversité. C'est pas tout le monde. On n'a pas tous la même force de caractère. On n'a pas tous été aidés et aimés de la bonne façon, de manière à rebondir correctement. Et c'est OK aussi. Donc, je ne veux pas porter la parole d'une Wonder Woman qui aurait tout traversé. J'ai des moments de grande difficulté. Je vis des moments très compliqués où je frôle littéralement la dépression. Je sais dire stop à ces moments-là. Je sais m'écouter et mettre des mécanismes et des choses en place dans ma vie pour ne pas y aller. Mais si ça arrive, et ça peut m'arriver aussi à retardement, etc., c'est OK aussi. Et c'est OK de se faire aider, c'est OK d'admettre qu'on est dans le creux de la vague et que là, peut-être aujourd'hui, on ne va pas agir, on va pas, voilà, on va peut-être juste ne rien faire. Et c'est OK aussi. C'est OK, on est tous humains. C'est facile de dire « Ah oui, tu fais comme ci, tu fais comme ci, tu fais comme ça ». Si pour toi, ce que tu traverses, même si ça paraît pas grand-chose, c'est un drame, c'est un drame. C'est le respect envers chacun. Chacun est libre de ressentir les choses à sa façon. J'essaye de l'enseigner à mes enfants, j'essaye de me l'appliquer. J'essaye de l'appliquer aussi dans mes relations, les personnes qui m'entourent. Voilà, c'est quand même important. J'aimerais bien sûr que plus de gens soient tournés vers le respect, la bienveillance et l'ouverture d'esprit que j'essaye d'avoir avec les autres.
c'est une déception quand même permanente de voir que tout le monde n'a pas bon cœur, Mm. mais C'est- c'est comme ça. Mais c'est oui, ça, L'humanité est ainsi tout faite. à fait. Voilà, Toutes ces personnes-là aussi font partie du monde et que, c'est ça. ouais, c'est ça aussi où la tolérance Juste on les met un intervient. peu de côté pour être plus tranquille. Et je tu dirais que le fait d'être bienveillant, ouverte d'esprit, est-ce que ça t'aide? C'est ça qui t'aide pour construire ta résilience à toi? Sinon, si c'est pas ça, qu'est-ce qui t'aide toi et comment toi tu construis ta résilience chaque jour? Moi, je fais des listes. Ma C'est-à-dire, résilience, elle est très cartésienne. Je fais la liste des difficultés que j'ai eues dans ma vie. Je fais la liste de comment je les ai surmontées et je me rends compte qu'au final, les gens sont plutôt admiratifs de ma façon de rebondir. Donc, je me dis que s'il y en a une nouvelle qui arrive, je me demande qu'est-ce que je vais mettre en face, tout simplement, de façon binaire. Et des fois, ce que je dois mettre en face, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et je me dis, bah, au moins, le temps que le temps passe, ça va m'occuper. Donc, je m'arrête pas devant la difficulté et je fonce. Je vais peut-être me casser la figure. tu es organisé de façon à ce que tu Très puisses quand même. organisée. Ah oui, oui, Et bien oui, sûr. obligé. Obligé. Même si, quand même, je me suis beaucoup adoucie. J'ai quand même, ces derniers mois. C'est l'amour, ça fait n'importe quoi des gens. Je me suis beaucoup adoucie. Je suis beaucoup plus cool qu'avant, beaucoup plus ouverte. J'essaye de me réouvrir au monde d'une façon différente. Maintenant que je sais que c'est possible pour moi, euh, d'aimer et d'être empathique c'est un nouveau monde. Donc j'ai vraiment fermé un livre, tourné une page et je me réjouis de voir ce que ça va donner parce que j'ai du caractère, la volonté, 2 enfants merveilleux. J'ai des amis qui sont présents, j'ai encore des gens. Et donc j'essaye de voir le positif malgré ceux qui ont quitté le chemin. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'aident? Est-ce que tu as d'autres soutiens à part justement les enfants? Est-ce qu'il y a d'autres soutiens? Est-ce que tu as des rituels, des choses que tu fais très souvent qui te Alors, donnent un regain d'énergie et qui continuent à te booster, à donner confiance en toi? Est-ce que tu as des tips? oui, déjà, bon, mon métier, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Donc, quand je fais des séances Donc la photo, photo, ouais. moi, ça me rebooste. Je m'occupe des bébés en J'aime ça séance, aussi. etc. Je vois les mamans, je pleure, mais elles sont tellement belles, là, quand elles ouvrent la porte, leur bébé au sein, etc. Elles sont splendides, donc ça me nourrit. Je me nourris aussi de petits bonheurs quotidiens. J'arrive à trouver du bonheur, franchement, une tasse de café dans le canapé, un rayon de soleil, une goutte d'eau sur une pétale de rose. C'est Il y a magnifique, peu de ça. choses. Voilà, j'ai découvert beaucoup de plaisir dans la musique ces derniers mois. J'ai jamais écouté de musique pendant 35 ans. Ah Et oui, pourquoi? eh bien, bonne question. J'écoutais, mais peut-être 10 morceaux en boucle. J'avais une playlist que j'écoutais avec des vieux morceaux de La Rousseau et des Spice Girls que tout le monde déteste. Et tu savais J'écoutais déjà à ce seulement. moment que tu étais autiste ou pas encore? Non, Tu savais pas? Est-ce la que musique pour moi c'était du ça... bruit, Ouais. donc c'était pas nécessaire, etc. Donc je me suis ouverte à ce monde-là aussi, et donc j'en profite. Je prends c'est incroyable de découvrir la musique à 35 ans parce que du coup t'as des millions de morceaux à écouter. Porter la parole des femmes, c'est une thérapie. Écouter de la musique, c'est une thérapie. Une tasse de café, c'est une thérapie. Oui. Regarder mes enfants Oui. sourire et éclater de rire, c'est une thérapie. Tout à fait. Je veux dire, voilà, trouver du bonheur dans tout et tout le temps, le temps de traverser la vague, et profiter et essayer d'être le plus heureux possible là-dedans. Julia, je te remercie vraiment de nous avoir partagé tout ça. Je suis vraiment impressionnée par ta force, d'autant plus que tu aurais pu tomber en dépression avec tout ça. Qu'est-ce qui te fait tenir? Bien sûr qu'il y a une force de caractère à la base, une espèce d'habitude malgré tout qui s'installe. Plus tu es dans l'adversité et plus tu prends l'habitude d'être dans le mal. C'est horrible à dire, mais c'est une vérité. Après, c'est une grande faiblesse aussi derrière tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai peur. J'ai très très peur de tomber en dépression parce que j'ai vu les ravages des burn-out autour de moi, des personnes qui sont vraiment mal et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Ça fait des gens que tu aimes l'ombre d'eux-mêmes, et j'ai très très peur avec tout ce qui m'est tombé dessus depuis plusieurs années, que le jour où cette dépression me tombe dessus, elle fasse des ravages et de pas me relever. Donc en fait j'avance parce que si je m'arrête, j'ai trop peur. Ma maman a eu des dépressions, voilà, d'autres personnes aussi, qui sont des personnes pour qui j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de respect, qui sont des gens très forts et qui pourtant un jour se font terrasser tel Goliath, et ça me fait très peur parce que du coup ça peut tomber
sur n'importe qui, n'importe quand. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai réussi à passer à travers les mailles du filet parce que j'ai vu les ravages que ça fait. C'est peut-être un petit peu comme l'alcool, je crois. Quand j'étais jeune, j'ai vu les effets de l'alcool sur les gens et ça m'a fait très peur. Je me suis dit que jamais je voulais céder à ça, que ça faisait des choses horribles. Et du coup, j'ai décidé de ne jamais boire et de jamais fumer. Peut-être que j'ai tellement peur que je m'interdis plein de choses. Ma question est comment on arrive encore à sourire? Parce que tu es pleine d'humour, tu rigoles, tu lances des blagues, comme si de rien n'était. J'ai acquis l'humour. Comment? L'humour, c'est un super pouvoir. C'est comme l'autisme. L'humour, c'est incroyable. Ça rassemble les gens. Moi, j'avais pas d'humour à la base. Les blagues ne me font pas rire. Je suis pas très drôle comme fille. Donc j'ai acquis l'humour et quand j'ai compris que cet outil lié au sourire, que t'es drôle, t'es jovial, t'es sincère, t'arrives à tes fins en fait. Donc évidemment que j'ai usé et abusé de cet outil-là et aujourd'hui vu que je m'interdis rien, je suis très trash et j'essaye d'utiliser cet outil merveilleux pour faire rire les gens que j'aime et même les autres parce que ça leur fait du bien. Reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça. Et l'autodérision aussi, de rire de soi, de rire de ce qui t'arrive, de dire quand il y a un problème, mais what the fuck, ça peut pas me tomber dessus encore. Genre, oui, et non, d'arriver à en rire. Et ça aussi, ça dédiabolise la chose. Moi, j'ai toujours essayé de faire rire les gens autour de moi, même parce que ça les mettait mal à l'aise, de voir à quel point j'encaisse encore, à quel point j'ai encore des difficultés de temps en temps, des choses qui m'arrivent en me disant « Ah ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup là pour toi. » Enfin, les gens sont désolés, ils savent plus quoi me dire, etc. Les gens disent « Mais t'inquiète, j'ai les formes pour encaisser. » Voilà, j'essaye de les faire sourire et je crois que ça fonctionne. En tout cas, ceux avec qui ça ne marcherait pas ne font plus partie de ma vie. Donc, quand tu fais rentrer quelqu'un dans ton cercle, que tu lui donnes ton amour, ta confiance, que tu partages un bout de chemin avec cette personne-là, pour moi, naïvement, j'ai envie qu'elle reste jusqu'au bout. Tu vois, j'ai envie de continuer à partager, à échanger. Il y a malheureusement des gens qui sont faits pour partager un petit morceau de chemin avec toi et quitter ta route. Et moi, ça me fait toujours un peu de mal. Je me dis, mais pourquoi quelle ambition? Pourquoi commencer quelque chose si c'est pour qu'il y ait une fin? Et puis finalement, le temps passant, tu relativises et tu te dis que cette personne-là a traversé ta vie à ce moment-là parce qu'il y avait une utilité. Tout à fait. Et que c'est pour aussi peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre. Et voilà, et tu peux vivre avec le souvenir de ces bons moments ou au contraire te nourrir de ce que ça t'a apporté de négatif pour éviter de le reproduire dans l'avenir. Donc toute expérience est bonne à prendre. Et voilà, choyons les gens qui nous entourent au quotidien. Énormément. Et ceux qui sont à venir. Oui, et ceux qui restent en fait, ceux qui restent, ceux qui sont là malgré les personnes que nous sommes aussi. Et oui, et ces personnes aussi à venir. Oui. Donc, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont dans ma vie depuis toujours. Elles sont peu nombreuses. Je pense que je peux les compter sur les deux doigts d'une main. Mais il y a des gens qui ont toujours été là dans toutes les difficultés. J'ai pas toujours été très gentille parce que quand on souffre, on est parfois mauvais. Et voilà, si aujourd'hui, ces personnes-là, c'est mes plus grandes fans, c'est ceux qui sont toujours là et qui vont écouter ce podcast. Ils sont peut-être que 10. Et du coup, ça sera eux. Je tiens à leur dire merci d'être toujours là, merci de faire partie de ma vie. Chaque personne apporte son grain de sel et ça, ils font tous partie de moi-même. Et sans eux, je serais pas là. Donc, merci. Je vais profiter de faire une petite dédicace à ma maman. Ma maman, puisque j'ai été jeune et con, a été la première victime collatérale de toutes les grosses choses horribles qui me sont arrivées dans ma vie. J'ai pas toujours été très correcte et reconnaissante avec elle. Pour autant, si aujourd'hui je suis si forte, c'est probablement que j'ai eu un modèle dans ma vie et je pense pas que ça sorte de nulle part non plus. Donc voilà, si elle écoute aujourd'hui, je voudrais lui dire merci et je t'aime. On la salue. On la salue, on la salue. Et franchement, j'espère qu'elle regardera cet épisode. Vraiment, c'est très touchant. On la salue. C'est aussi ça le courage, en fait, d'être vulnérable, de dire des choses aussi qu'on ne dit pas très souvent aussi aux personnes qu'on aime. C'est aussi ça, de pouvoir. C'est aussi aimer. La résilience, c'est ça, c'est de se mettre un coup de pied aux fesses en permanence. Tout à fait. C'est de faire ce qu'on n'aurait pas osé, c'est de
de se dire, allez, une fois que j'aurai fait ça, tout le reste paraîtra facile. Si vous vous entourez de gens qui sont négatifs, qui sont tristes, qui vous tirent vers le bas, mais évincez-les. Voilà. Tapez dedans comme dans un vieux ballon de foot et next, quoi. Entourez-vous de gens solaires qui vont vous apporter de la joie et du bonheur. C'est dur de faire le tri. Ouais. C'est dur, ça coûte, parce qu'on ne veut pas que les gens sortent de notre vie, parce qu'on se demande toujours, mais comment je vais faire sans cette personne-là? Parce que tant qu'elle est là, on sait fonctionner, mais la peur de l'inconnu. Mais il y a forcément, dévastateur. Voilà, c'est comme quelqu'un qui refuserait de goûter des nouveaux aliments par peur. Non, moi j'aime bien ce que j'ai, pourquoi j'irais chercher ailleurs, etc. Et si dans ces nouveaux aliments, il y avait ton aliment préféré? T'as bien goûté le chocolat une fois, la première fois? Qu'est-ce qui te dit qu'un jour il n'y aura pas quelque chose qui va dépasser ça? Laisse la place à la vie. Voilà. La vie, elle est pleine de surprises et elle saura te surprendre si tu lui laisses l'occasion de le faire. C'est un magnifique message. Je rajouterai rien d'autre. Merci encore, Julia. Avec plaisir, Aimée. Merci à toi.